Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, nous commentons l'actualité avec aujourd'hui Éric Revel. Bonjour Éric. Eh bien bonjour ma chère Valérie. Bonjour Bon, à tous. la réponse était un peu rapide, hein, Christian Saint-Etienne, pour ceux qui ont suivi. Non, parce qu'il a écrit il y a 15 ans un livre sur la disparition de l'euro. Voilà pourquoi je me posais la question. Oui, mais c'est vrai qu'on peut se la poser la question. Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République. Bonjour Nicolas. Bonjour Valérie. Kevin Bossuet, vous êtes professeur d'histoire en Seine-Saint-Denis. Bonjour à vous. Bonjour Valérie. Et Laurence Taillade, présidente du Parti républicain solidariste. Et vous venez de publier « Être une femme en 2020 » aux éditions Michalon. Alors, l'Académie de médecine recommande le port du masque obligatoire. Alors, port du masque obligatoire, le gouvernement dit que ça ne l'est pas. Les pharmacies ont des stocks. J'ai entendu ce matin l'interview surréaliste d'un pharmacien qui racontait qu'ils ont des masques, mais ils ont interdit de les vendre, donc un petit peu compliqué. Le stop and go, c'est-à-dire voilà, on va nous laisser sortir, mais il peut y avoir reconfinement derrière. Et puis, est-ce qu'il faudrait un déconfinement régionalisé et puis, il y a cette question d'interdire les déplacements entre les régions. Bref, beaucoup de sujets. Je suis pas sûr qu'on ait le temps de tout aborder, mais on va essayer. Allez, un coup de cœur positif d'Éric Revel pour démarrer. Bonjour Éric. Oui. Alors, allez-y. Oui, rebonjour Valérie. Oui, je ne sais pas si vous avez vu, alors ça peut paraître anecdotique, c'est le retour dans les rayons des supermarchés du fameux figolu. Pour les gens de ma génération, le figolu, c'est ce petit gâteau, vous savez, fourré à la figue, qui avait disparu. Et moi, j'en fais un symbole de l'après-coronavirus. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, le figolu, il est fabriqué à Nantes. L'U a été racheté par un groupe américain, vous voyez, c'est la mondialisation heureuse, qui avait supprimé depuis 2015, le fameux figolu. Oui. Et donc, en acceptant le retour du figolu, moi j'y vois un symbole, j'y vois le symbole d'une mondialisation de la réindustrialisation qui va marquer le pas après. Oui. J'y vois ça. J'y vois le commerce de proximité pour un gâteau qui est fabriqué en France. C'est aussi le circuit court de la nostalgie de l'enfance. Moi, j'y vois un symbole parce qu'en plein confinement, remettre ce petit figolu dans les rayonnages, pour moi, c'est le symbole que l'après-virus a commencé et que la mondialisation heureuse, avec l'uniformisation des goûts à l'américaine, il a pris un coup dans l'aile et j'en suis très content. Oh là là, et à quand le Pim's Coco et voilà, enfin, on va tous réclamer nos gâteaux. Mais pourquoi pas? C'est effectivement, ça a été salué par beaucoup de monde, ce retour du figolu. Il y a eu une pétition, je ne sais pas si. Oui, je sais pas si parmi... Il y a eu 15 000 personnes qui, depuis des mois et des mois, se relayaient pour demander la réapparition du figolu. On aura besoin de ces repères de l'avant, vous voyez, du monde d'avant qu'on a connu. Voilà, on aura besoin de ça. J'espère juste qu'on va pouvoir en trouver en rayon, parce que moi, je suis effaré, c'est une parenthèse, par les rayons des grandes surfaces quand on va au Monoprix, au Franprix ou autre. Si vous y allez à 17h, il n'y a plus rien. On vous explique que les rayons ont été remplis le matin. Je ne sais pas ce que les gens font, de la farine, de l'huile, des œufs, ils font peut-être beaucoup de gâteaux, mais c'est démentiel, cette espèce d'angoisse de la pénurie. Alors c'est vrai qu'on achète plus, mais c'est un peu dément. Nicolas, coup de cœur aussi. Nicolas Corato. J'ai un coup de cœur pour un pays européen, pour la Grèce, qui est un pays qui, comme d'autres pays d'Europe du Sud, parce qu'on parle beaucoup de l'exemplarité de certains pays d'Europe du Nord, mais il y a des pays comme le Portugal ou la Grèce qui sont des exemples en matière de lutte contre le coronavirus. Malgré des situations économiques et budgétaires très dégradées, c'est un pays qui, rappelons-le, vit depuis plus d'une dizaine d'années sous un régime d'austérité imposé par l'Europe, et qui pourtant a qui a des hôpitaux dans un état catastrophique, qui manque de machines, qui a des masques qui sont périmés depuis 2017, mais qui a pris des mesures très tôt, depuis le mois de janvier, pour préparer l'épidémie, et qui s'est mis en confinement quasiment une semaine avant nous, alors qu'il n'y avait quasiment aucun décès. Aujourd'hui, il y a 120 décès en Grèce, rapportés à la population, et surtout, ce pays est en train de préparer son déconfinement, et moi, je trouve qu'il y a des symboles. Vous savez, nous, on a des priorités qui ont été présentées hier. Et la Grèce va commencer son déconfinement en rouvrant ses tribunaux. Je trouve que c'est un joli symbole de rouvrir en priorité des éléments de la démocratie. Quand nous, d'ailleurs, j'ai l'impression que la rouverture des tribunaux, c'est pas du tout prioritaire dans notre pays. Mais bref, je voulais dire que ce pays, qui souffre depuis longtemps, qui est dénué de tout, a réussi à relever la tête et à passer pour l'instant à travers l'épidémie, simplement en s'organisant,
Parce qu'en fait, ils ont l'habitude de gérer la pénurie. Ça fait plus de 15 ans qu'ils la gèrent, la pénurie. Et j'ai l'impression que ça leur a servi d'exemple et de repère pour pouvoir passer cette crise. Donc voilà, coup de cœur à la Grèce et aux Grecs. Un commentaire, Eric? Oui, non, tous les arguments sont très bons, mais ça tient aussi, n'oubliez pas, à la géographie de ce qu'est la Grèce, c'est-à-dire une multitude d'îles. Et l'île, par définition, c'est un confinement naturel. C'est important, parce que dans la géographie, dans la topographie de la Grèce, il y a aussi cet aspect-là qui fait que le confinement, par définition, il est presque structurel dans la culture grecque. Vous avez raison. Vous avez raison, Eric. Effectivement, il y a une culture de l'insularité qui est très forte en Grèce, qui structure le pays. Simplement, je rappelle qu'en Grèce, il y a à peu près 3 hôpitaux qui sont capables d'accueillir pour tout le pays, pour 9 millions d'habitants, pour accueillir des personnes du coronavirus, et qu'ils ont quand même réussi effectivement à juguler en plus de l'insularité, mais de juguler cette épidémie. Donc. On va passer à Kevin Bossuet. Oui, donc moi c'est un coup de gueule contre l'attitude des syndicats enseignants en cours de la crise. Donc le 13 avril dernier, donc on a appris de la bouche d'Emmanuel Macron que les écoles allaient rouvrir à partir du 11 mai. Évidemment, à peine avait-il annoncé cela que les syndicats enseignants, le SNES et FESU en tête, ont vivement protesté. C'est une décision complètement irresponsable. Il est hors de question que l'on rentre le 11. C'est une mise en danger de la vie d'autrui. C'est la victoire du patronat sur l'intérêt des élèves. Bref, la logorée verbale habituelle des professionnels de la contestation bête et méchante et de la critique aussi risible que systématique. Donc heureusement, depuis, Jean-Michel Blanquer a quand même apporté des précisions. Il a dit que cela se fera de manière excessivement progressive, que les précautions sanitaires exigeantes seront à l'œuvre et que les classes ne seront jamais au complet, mais il y aura des petits groupes. Mais évidemment, cela n'a pas suffi pour faire taire la contestation. Moi, je trouve qu'à l'heure où le pays traverse une crise excessivement grave, moi, j'ai personnellement été excessivement choqué par cela. Ces syndicats enseignants, au lieu d'essayer de comprendre comment on pouvait ensemble sortir de la crise, ils ont tout de suite mis en avant un veto en disant que c'était non. Moi, je suis professeur d'histoire et j'ai vu à quel point, au cours du confinement, l'enseignement à distance était catastrophique, notamment pour les élèves les plus en difficulté et les élèves d'origine populaire, puisqu'ils n'ont pas forcément accès à un ordinateur ou ils n'ont pas forcément accès à une connexion qui tienne la route pour pouvoir bénéficier de l'enseignement à distance. Et en outre, on sait également qu'il y a certains élèves qui sont aujourd'hui en danger et potentiellement victimes de la maltraitance ou qui ne mangent pas à leur faim puisqu'ils ne bénéficient plus des repas à la cantine. Donc moi, permettez-moi de m'étonner que moi qui suis le professeur de droit, je sois beaucoup plus sensible aux injustices sociales que toute cette petite clique de gauche qui n'a su au cours de ces derniers jours que se regarder le petit nombril. Alors après, j'entends certains syndicats qui nous disent mais c'est pour des raisons économiques, mais j'ai envie de dire et alors il est parfaitement normal que les fonctionnaires soient mobilisés pour garder les enfants des travailleurs, pour que ces derniers puissent retravailler, que le pays puisse refonctionner économiquement. Enfin bref, moi quand j'entends certains enseignants... Moi, quand j'entends après, c'est vrai qu'il y a des questions d'organisation qui se posent, mais ce que vous soulignez, c'est cette espèce de systématisme dans l'opposition qui est pas forcément constructive, et qui n'est pas dans l'intérêt des enfants. Et moi, quand j'entends certains enseignants, j'ai l'impression qu'on s'est pas engagé pour la même chose. Là où moi, je me suis engagé pour la France et la République, j'ai l'impression que certains se sont engagés pour leur petite idéologie. Là où je me suis engagé pour faire réussir mes élèves, il me semble que certains se sont engagés pour servir leur petit confort personnel. Bref, on a encore vu une fois l'attitude de la gauche de l'éducation qui a montré son vrai visage, qui a montré que c'était des gens profondément égoïstes et imbus d'eux-mêmes. Une réaction qui avaient l'intérêt des élèves sur leurs petites revendications syndicales. Alors, ça fait réagir. Laurence Tayad. Oui. Alors, bon, d'abord parce que j'entends Kevin dire que c'est le rôle de l'école de garder les enfants des gens qui vont aller travailler. Je pense que le rôle de l'école, c'est pas de faire acte de garderie, mais c'est bien de faire acte de transmission de savoir et de connaissances. Et que malheureusement, ce genre de propos... C'est pas ce qu'il a dit non plus. Si, il a dit à un moment, il a dit que c'était dans le rôle de l'école de faire garderie, donc je préfère quand même rectifier ses propos. D'accueillir les enfants. Vous réécouterez le podcast, vous l'avez dit à un moment, c'est le rôle de l'école de garder les enfants des gens qui vont travailler. Donc non, ce n'est pas le rôle de l'école. Exceptionnel. Voilà. J'ai exprimé mon propos, donc oui, la reprise de l'école.
La reprise de l'école est quelque chose qui évidemment est très importante. On s'est rendu compte qu'effectivement il y avait de grosses disparités entre les enfants qui avaient des parents pour les accompagner et puis d'autres qui ont été en décrochage total. Maintenant, peut-être que l'une des propositions qui serait acceptable aussi pour les enseignants, c'est d'envisager une reprise prioritaire de ces enfants en difficulté, que ce soit des difficultés familiales, des difficultés alimentaires, mais aussi des difficultés pour raccrocher le programme scolaire, puisqu'il y a eu de trop grosses disparités dans l'avancée des programmes, et ça permettrait aussi d'alléger un grand nombre de classes. Oui, moi j'aimerais Eric, oui. Ouais. Alors, oui, Kevin, répondez, puis Eric, vous répondrez après, Kevin. C'est un point important. C'est un point très important. La plupart des enseignants ne trouvent rien à redire quand on leur demande d'accueillir dans des écoles les enfants des personnels soignants, qu'on salue une nouvelle fois, et qui sont en première ligne. Mais c'est plus compliqué quand on leur demande d'accueillir les enfants de ceux qui vont devoir retourner travailler. Parce que sans économie, s'il n'y a pas d'économie, s'il n'y a pas d'entreprise qui tourne en respectant les règles sanitaires, eh bien, le pays s'effondrera tout bonnement, et il n'y aura plus d'école du tout, et il n'y aura plus rien pour payer l'école. Donc, moi, je suis plutôt en accord avec ce qu'a dit Kevin, c'est-à-dire que dans ce pays, il y a toujours le gros mot absolu, qui est celui de l'économie et de l'entreprise. L'entreprise, c'est toujours le lieu, pour la plupart des gens, l'espèce de lieu où la contrainte sociale, où l'exploitation est terrifiante. Mais c'est un vieux débat, et moi, quand j'ai entendu effectivement quelques syndicalistes, pas tous, dès le lendemain, enfin l'heure d'après la déclaration, monter sur leurs grands chevaux pour expliquer que c'était hors de question, parce qu'il y avait une question pour eux de santé, moi je dis attention, l'économie, c'est pas quelque chose qu'il faut balayer d'un revers de main, parce que demain, si l'économie s'effondre, la crise sociale sera tellement forte dans le pays que là, il y aura d'autres problèmes, y compris pour l'éducation nationale. Mais on est bien d'accord, je suis bien d'accord Eric sur le fait que les entreprises effectivement doivent pouvoir tourner, mais je pense que le problème de base c'est le problème justement des cadres. Quels sont les cadres qui vont être déterminés pour permettre aux entreprises de travailler? Quels sont les cadres qu'on va leur imposer pour que les personnes puissent se rendre aussi sur leur lieu de travail, parce qu'il y aura aussi le problème des transports en commun. Donc on ne peut pas résoudre le problème uniquement par la garde des enfants, mais bien par un ensemble de directives, de directions. Mais là on est d'accord, mais là moi j'aime un mot, Kevin Bossuet. Oui, moi j'aimerais préciser quelque chose. Je n'ai pas dit que le rôle de l'école c'était de faire de la garderie. J'ai juste dit que dans cette circonstance exceptionnelle, dans cette crise sanitaire exceptionnelle, en effet, l'école pouvait en effet accueillir les enfants des personnes qui travaillent pour permettre de faire repartir l'économie. Il ne s'agit pas de faire de la garderie, évidemment, il s'agit de dispenser un enseignement à ces enfants, mais à un moment on a aussi un rôle d'utilité publique, et c'est faire preuve, c'est servir l'intérêt général, et c'est faire preuve de responsabilité, de patriotisme, que de dire que dans cette crise exceptionnelle, les enseignants peuvent également contribuer à cela en accueillant en effet les enfants qui travaillent. Je n'ai rien dit de plus. Est-ce que je peux juste intervenir, Valérie, une dernière chose, juste peut-être pour dire que ce qui se pose à l'école se pose également dans les entreprises. La question, c'est la question de la protection qu'offrent les employeurs, comme celle qu'offre l'éducation nationale aux professeurs et aux enfants. C'est ça le sujet. Le sujet, c'est est-ce qu'on met en risque les travailleurs, est-ce qu'on met en risque des enfants et des enseignants en leur proposant de revenir dans des établissements scolaires dont on sait, Kevin, que la plupart ne sont ni adaptés ni préparés à cette reprise scolaire en période exceptionnelle. Il y a un vrai sujet, et je comprends moi l'intérêt économique, il y a aussi un vrai sujet de protection. Et je ne voudrais pas, Kevin, vous qui connaissez bien le sujet, que les enfants qui reviennent dans des établissements scolaires sans protection soient exclusivement les enfants qui sont obligés de revenir au travail. En gros, les enfants des classes populaires. Et il ne faudrait pas qu'il y ait une crise sanitaire qui soit parallèle à la crise sociale. Donc, moi, je suis d'accord pour qu'on rouvre les écoles et pour que les profs bossent, mais dans des conditions qui soient adaptées. Manifestement, elles ne le sont pas aujourd'hui. Toutes les questions n'ont pas été... on n'a pas répondu. On est obligé de marquer une pause, Kevin. On se retrouve dans un instant, et Laurence Taillade, vous aurez votre coup de gueule également. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Alors, débat animé sur le retour à l'école, mais il faut qu'on avance quand même un petit peu. Laurence Taillade, un coup de gueule.
Oui, Valérie Expert. Alors j'ai lu dans la presse hier que le préfet de Marseille avouait qu'il ne pourrait pas faire respecter le confinement pendant le Ramadan. Ceci ajouté à une information dans le Canard enchaîné hier où le préfet du 93 craignait lui des émeutes de la faim. Je trouve que ça fait beaucoup de choses avec tous ces événements violents qu'on vit depuis samedi dans les banlieues qui cumulent jets de projectiles, attaques de policiers, cocktails Molotov. Ça fait beaucoup quand on sait qu'en plus les trafiquants dans les banlieues ont du mal à s'approvisionner et à écouler leurs marchandises, ce qui fait qu'effectivement ces provocations de la police ont pour objectif de faire sortir la police des quartiers pour pouvoir continuer leur petit trafic. Donc quand on sait que le Ramadan va démarrer ce soir, on peut s'inquiéter et d'ailleurs on voit ce qui s'est passé sur Internet. Le Rassemblement national a lancé une pétition, ce qui fait, je pense, monter d'un cran les angoisses et risque aussi de provoquer l'organisation de milices face à une défaillance de l'État assez inquiétante. Je vous rappelle que Sibeth Ndiaye hier s'est permise de nous dire qu'il n'y avait pas d'inquiétude à avoir. Pour autant, les émeutes dans les banlieues continuent. Donc moi, ce que je crains, ce sont des escalades et il faut impérativement que l'État réagisse, rétablisse l'ordre, la sécurité, parce que je vous rappelle que les habitants de ces quartiers ne sont pas des citoyens de seconde zone, ils doivent bénéficier de la même tranquillité que ceux de Neuilly ou du 16e, sauf qu'aujourd'hui on se rend compte que la police arrête ces délinquants, que la justice souvent les relâche le soir même, quand ils sont condamnés, ils n'accomplissent pas leur peine, et pire que ça, on vient de faire sortir près de 8000 prisonniers de nos prisons. Est-ce que c'était vraiment le moment d'avoir ce genre de décision? Je ne le pense pas. En l'occurrence, aujourd'hui, on a un vrai problème parce que l'escalade risque d'être un problème supplémentaire face à la crise du coronavirus. Est-ce que je peux réagir, Valérie, juste sur les prisons sur les prisons, un point, Laurent, je suis pas du tout d'accord avec toi pour une fois. Les personnes qui ont été libérées sont des personnes qui étaient déjà en fin de peine. Et le sujet, c'est de savoir si elles restaient 2 mois de plus en prison ou pas. Sachant que dans les prisons, la situation sanitaire est particulièrement dégradée et elle est gravissime pour tout le monde. Donc il y avait aussi un sujet sanitaire majeur. Qu'on ait commis des fautes, qu'on ait été sanctionné, qu'on soit en prison, très bien, mais personne ne condamnait ces personnes à mettre leur vie en danger, y compris en tant que détenus. Je pense qu'il y avait un vrai sujet. Et mais enfin, Nicolas, on sait aussi que dans l'eau, on avait 130 personnes qui étaient condamnées pour des actes de collaboration avec du terrorisme ou des actes de vente d'armes. Oui, mais qui devaient sortir, Laurence, qui devaient sortir. Oui, mais là, vous mélangez. Mais Laurence, vous mélangez peut-être un petit peu tout. Enfin, il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez dit. Je pense qu'il faut séparer un petit peu les choses. Allier l'islam avec ce qui se passe dans certains quartiers de banlieue en ce moment, puisque on est, à mon avis, sur des sujets très différents. Juste un point sur le Ramadan. Moi, je vous renvoie aux déclarations de l'imam d'Ivry, qui a eu des déclarations très intéressantes en expliquant que le Ramadan c'était une activité spirituelle qui était par essence confinée. Et que donc le confinement était tout à fait compatible avec le Ramadan, voire même conseillé en cas de déconfinement. Oui. Et deuxièmement, on vous parle de la rupture du jeûne, Nicolas. Oui, mais la rupture du jeûne, enfin, il y a des appels très clairs d'imams beaucoup en France, parce qu'il n'y a pas que des imams radicaux en France, qui expliquent que la rupture du jeûne, ça se fera cette année à la maison. Et que c'est aussi dans la culture et dans la tradition du Ramadan que les choses se passent à la maison, en famille, et effectivement de manière confinée pour respecter les consignes. Oui, en famille, sauf qu'aujourd'hui les familles ne sont pas réunies. On ne peut qu'espérer que le Ramadan se passe dans les mêmes circonstances, et je le souhaite, que Pâques pour les chrétiens, que Pessa pour les juifs qui a eu lieu la semaine dernière. Maintenant l'inquiétude, c'est que on ne sait pas comment ça va se passer dans la réalité. Et moi, je dis simplement ce que dit le préfet de Marseille. Je me contente d'en être le porte-parole. Et donc, nécessairement, ça ne peut que poser question. Comment un préfet peut tenir ce genre de propos ? Il a dit très exactement qu'il y aurait certainement des rassemblements dans des immeubles au sein d'immeubles. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a très précisément dit. Il dit qu'il ne pourra pas faire respecter le confinement.
Éric Revel. Je voulais juste rajouter quelque chose. Évidemment, on souhaite le meilleur ramadan possible aux citoyens français qui sont musulmans, que de tout ça se passe bien, et ouais. c'est une fête religieuse comme une autre. Mais j'attire votre attention sur le fait que beaucoup de chrétiens dont je fais partie ont été un peu choqués de voir des policiers armés rentrer dans une église du 8e arrondissement de Paris. Et d'ailleurs, Monseigneur Aupetit a protesté parce qu'il y avait la tenue d'une messe avec... qui était une messe en fait sur des réseaux sociaux, mais avec quelques croyants à l'intérieur. J'espère que s'il y a des débordements, et on ne les souhaite pas évidemment, puisque je souhaite le meilleur du Ramadan aux Français musulmans, mais s'il y a des débordements, j'espère que la police aura le même intérêt et la même célérité pour essayer de contrôler ce genre de débordement. Voilà, je voulais juste faire cette parenthèse parce que souvent on a l'impression que dans le pays qui est plutôt de tradition judéo-chrétienne, voilà, la police est plus prompte parfois à réagir sur des choses qui ne devraient pas se passer dans des églises qu'ailleurs. Voilà, c'est tout. Oui, moi j'aimerais ajouter quelque chose. Oui, Kevin Bossuet. Oui, non, mais tout simplement, les débordements qu'on voit actuellement dans les banlieues, en fait, confinement ou pas confinement, enfin, c'est toujours la même chose. Donc, ça témoigne du laxisme de l'État. Il est bien évident que les policiers n'interviennent pas de la même manière dans ces banlieues qu'ils puissent intervenir, notamment dans le 16e arrondissement ou dans le 17e arrondissement à Paris. Et en fait, Kevin, les propos du ministre de l'Intérieur, Castaner, ce matin, oui, on va l'écouter. C'est la dureté du confinement. Oui. C'est la dureté du confinement. On va l'écouter. C'est ce que j'allais dire à Kevin. Il n'est pas du tout en phase avec nous avons ce son. Juliette Rioufol nous l'a sorti. Donc, écoutons Christophe Castaner. Ce sont des tensions qui ne sont pas d'un niveau de gravité exceptionnel, mais qui se multiplient. Et donc, quelles sont les causes? Les causes, elles sont nombreuses, mais il y a notamment l'effet du confinement. La dureté du confinement pour ces jeunes gens, parce que la plupart sont jeunes, ce sont des petits groupes qui pensent que ce serait ludique que d'attaquer les forces ou de brûler des poubelles. Eh bien non, ça n'est pas ludique, c'est dangereux. Et c'est dangereux pour eux-mêmes pour commencer cela. Mais je pense aussi à cette galère dans laquelle ils sont, à cette pauvreté que vous venez d'évoquer et qu'ils vivent auprès de leurs proches et qui peut provoquer une colère. Mais la bonne réponse à la colère, ça n'est pas de casser, ça n'est pas de brûler la voiture de son voisin qui lui aussi vit dans cette colère-là. Donc, nous mettons des forces de sécurisation et nous intervenons systématiquement chaque fois c'est le cas et nous interpellons et nous continuerons à interpeller. Mais nous devons aussi accompagner ces jeunes. J'ai mobilisé les moyens de prévention. Donc voilà, des tensions qui ne sont pas d'un niveau de gravité exceptionnel. Effectivement, c'est ce que vous évoquiez, Éric, et parmi les nombreuses causes, les effets du confinement. Or, c'est quand même ce qui se passe. Si vous voulez, c'est quand même, incroyable d'entendre tout ça. Alors, on comprend bien que le ministre de l'Intérieur est extrêmement prudent. Il marche sur des œufs, Oui, parce que stigmatiser, parce que ça peut au contraire mettre le feu aux poudres et provoquer une réaction encore plus forte de ces banlieues. Mais pardon, quand il parle du confinement, mais il y a plein de gens qui sont pauvres, qui habitent en province, ce qu'on appelle la France périphérique, pour reprendre le titre du livre, et qui pour autant ne vont pas brûler des poubelles. L'effet déclencheur, vous l'avez rappelé, Valérie, enfin ce jeune, ce jeune de 30 ans, multirécidiviste. Ce délinquant, non, c'est pas un jeune de 30 ans. Je veux dire, il est multirécidiviste. Je crois qu'il est poursuivi actuellement pour des faits délictueux et on lui donne la parole et où on s'agenouille quasiment en se disant il vient d'appeler au calme. Mais enfin, de quoi parle-t-on? Pardon. Oui. Ouais. Non, mais Kevin Bossuet. Oui, non, mais c'est complètement n'importe quoi. Ressortir l'argument du social pour nous expliquer, en effet, ce début d'émeute dans les banlieues, mais de qui se manque-t-on? Évidemment que dans les banlieues, il y a des problèmes sociaux qui sont excessivement importants. Évidemment qu'il y a des problèmes de pauvreté, mais le véritable problème, c'est bien un problème identitaire. C'est parce qu'il y a, en effet, des gens dans ces banlieues qui ne se sentent pas français et qui font tout constamment pour cracher sur la France qu'on arrive à ce genre de mouvements sociaux. La vérité, c'est que tous ces jeunes qui s'en prennent aux policiers, ils s'en prennent pas aux policiers parce qu'ils en ont marre, ils s'en prennent aux policiers parce qu'ils détestent la République et parce qu'ils détestent la France, et c'est un moyen pour eux, en effet, de cracher dans la figure de notre pays. Je crois à un moment donné, il faut peut-être falloir dire les choses, parce que ce qui se passe dans les banlieues, c'est excessivement grave. Et Christophe Castaner ne gagne rien à mentir aux Français sur ce qui se passe réellement dans ces territoires. Vous faites quoi devant ce phénomène? Vous faites quoi? Vous tirez dans le tas? Vous faites quoi? Enfin, vous voyez. On marque une pause. Mais quelle est la solution?
On marque une petite pause et on revient tout de suite sur Sud Radio avec vous, 0826 300 300 si vous voulez intervenir. Vous êtes les bienvenus, à tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, on est parti donc sur un débat que je n'avais pas forcément prévu, mais qui est intéressant sur ce qui s'est passé en banlieue, puis ça fait suite effectivement aux déclarations de Monsieur Castaner. Nicolas Corato, vous vouliez intervenir, donc Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, qui dit les tensions actuelles ne sont pas d'un niveau de gravité exceptionnel. Et ce qu'Éric Revel rappelait, c'est que le gouvernement marche sur des œufs et que des déclarations peut-être plus violentes pourraient aggraver la situation. Non, mais les images qu'on a vues marquent quand même une certaine gravité. Alors je ne sais pas si elle est exceptionnelle, mais elle est suffisamment grave pour en tout cas éviter ce genre de propos. Et puis surtout, moi, ce qui me choque dans la déclaration de Christophe Castaner, c'est que je considère que c'est une injure et une insulte à tous les Français. Et non français qui vivent dans ces quartiers, mais comme le disait Éric Revel, y compris dans d'autres quartiers ou dans d'autres villes en province, qui vivent difficilement le confinement dans des situations précaires, dans des appartements tout petits. Mais même dans ces endroits, même dans ces endroits, y compris dans ces endroits, bien sûr, et qui ne sortent pas pour brûler les poubelles parce que ça leur dégourdirait les jambes. Parce qu'il y a une différence entre les gens qui vivent dans ces quartiers, qui souffrent d'une certaine situation sociale, et puis les caïds qui en ont fait un repère de business et de business illégal. Parce qu'en fait, le sujet, c'est ça. Le sujet, c'est est-ce que le confinement pose un problème au deal, au trafic de drogue, et qu'effectivement, ces jeunes qui normalement vivent de ces forfaits, aujourd'hui, ont très peu de moyens pour continuer leur business. Donc, effectivement, ils s'en prennent à la police qui est en train de reconquérir d'une certaine manière ces quartiers, non pas par une volonté politique, mais par l'effet naturel du confinement qui assèche ce marché. Donc il y a une vraie lutte de position entre l'État et ses caïds, et manifestement la déclaration du ministre de l'Intérieur n'est pas encourageante pour la suite, parce que je pense qu'on pourrait même profiter du confinement pour peut-être régler la situation dans certains quartiers. Oui. Laurence Taillade? C'est ce que j'ai dit en préambule, c'est que le problème de base dans les banlieues, c'est effectivement le problème de ces trafiquants de drogue qui ont des problèmes d'approvisionnement, qui ont des difficultés à rentrer en contact avec leurs clients et qui veulent que la police sorte des quartiers et instrumentalise des causes, notamment l'histoire de ce multirécidiviste, je le rappelle, qui a percuté une voiture de police pour pouvoir justement organiser des échauffourées. Je rappelle qu'on tire quand même au cocktail Molotov, qu'une voiture de police a brûlé, donc ce n'est pas rien. Une école a brûlé. Une école a été brûlée hier à Gennevilliers. A été brûlée, donc ce n'est pas rien. Et ces guérillas urbaines sont organisées dans la perspective de faire sortir la police et tout représentant de l'ordre de ces quartiers pour que les trafics puissent reprendre leur cours. Donc il faut mettre un terme à tout cela, mais la police ne peut pas être mobilisée sur tous les fronts, et c'est bien là notre problème. Oui. Alors, Eric, deux choses, Valérie, si vous le permettez. Ouais. La première, ce que me racontait un gendarme, c'est qu'effectivement, toute la filière de la drogue et des stupéfiants est déstabilisée dans notre pays. Ça commence par les fameux GoFast, vous savez, les voitures qui remontent sur les autoroutes et qui peuvent plus le faire aujourd'hui, puisque les autoroutes sont contrôlées pratiquement 2 péages sur 3 en France, et surtout, il n'y a plus beaucoup de voitures sur l'autoroute, donc c'est extrêmement difficile de se faufiler. Et c'est dans ces GoFast que remontent la plupart du temps les cargaisons de stupéfiants. Donc moins d'offres, une demande qui va croissant, des prix qui s'envolent et des petits trafiquants souvent, mais pas que dans les banlieues, qui sont incapables de continuer à prospérer sur ce trafic. Mais autre chose aussi, puisque ce matin sur Sud Radio, il y avait le président départemental, je crois, du 93. De Seine-Saint-Denis, de Seine-Saint-Denis, qui expliquait quand même l'extraordinaire détresse sociale et alimentaire dans laquelle se trouve la population de son département. Il a donné des chiffres sur les repas gratuits qui étaient délivrés par le département, qui ont été multipliés par 4 ou par 5. C'est-à-dire qu'on a quand même, il faut le souligner, dans ces départements, un niveau de misère sociale, mais qui est ce sont peut-être pas les mêmes gens qui vont d'ailleurs chercher des repas pour se nourrir et nourrir leurs enfants, qu'on retrouve dans les rues le soir. Ça, je suis d'accord. Mais il y a quand même une énorme détresse sociale et alimentaire dans certaines banlieues françaises qui devrait pousser le gouvernement à réfléchir le plus rapidement possible.
Oui, alors moi je suis d'accord, Kevin Bossuet. mais c'est absolument pas une raison. Je veux dire, la misère sociale, on la trouve également à la campagne, chez les agriculteurs qui n'ont pas de quoi de vivre à la fin. On les trouve aussi dans les villes moyennes. Donc ce n'est pas non plus une excuse. Et là, vous me parlez d'économie parallèle, vous parlez d'économie de la drogue. Je suis parfaitement d'accord que c'est une incidence, mais on ne parle pas assez de l'aspect identitaire et la haine de la France, parce que tous ces gens qui se sont révoltés dans les banlieues au cours des nuits dernières, c'est tout simplement des gens qui profitent d'une occasion, notamment pour rentrer, pour montrer qu'ils sont contre les valeurs républicaines françaises et qu'ils sont contre l'État français. En fait, ils ne font que défier l'État français parce qu'ils ne l'aiment pas, parce qu'ils n'aiment pas ce pays. Et quand Gérard Collomb nous raconte qu'aujourd'hui on vit côte à côte et demain on risque à terme de vivre face à face, c'est exactement ce qui se passe dans ces banlieues. Et n'oublions pas cet aspect-là, parce que moi j'enseigne dans les banlieues et je sais ô combien cet aspect-là est capital pour comprendre la situation. Mais vous savez, dans Kevin, ces dernières. il y a aussi tout simplement et tout bêtement, je vais dire tout connement, le côté des réseaux sociaux, c'est-à-dire grâce à la vidéo qui va faire le tour des réseaux sociaux, le petit mec qui fout le feu à la poubelle, ça devient une vedette et un héros. Parfois, ça va pas chercher plus loin que ça, malheureusement. Il y a aussi cet effet loupe là, c'est que je deviens une vedette, vous voyez, quelque temps grâce à la viralisation de ce que j'ai fait sur un réseau social. Et ça, c'est terrible pour la démocratie et pour le pays, je trouve. Hein. Bien sûr, surtout que ces vidéos sont après instrumentalisées par l'extrême gauche qui surfe évidemment sur cette crise identitaire pour essayer de gagner des voix au sein de ces villas. Et en effet, je suis d'accord avec vous, c'est dramatique. Bon, on va peut-être changer de sujet. On va parler. On a un auditeur qui nous dit, ou une auditrice, je ne sais pas. La misère actuelle, c'est de ne pas trouver de masque. C'est vrai que la question des masques est là, est bel et bien là. L'Académie de médecine hier. Le matin, en train de mettre le feu partout, ils n'ont pas de masque. Hein. Ils se posent pas la question de savoir s'ils sont contagieux ou contaminés. Hein. Oui, non, mais c'est vrai. Et l'Académie de médecine, donc hier, qui recommande le port du masque obligatoire, on a un petit peu de mal à comprendre comment on va trouver des masques obligatoires. Il y a un auditeur qui nous mettait, oui, les journalistes, les députés. Non, moi, j'ai pas de masque. Ma fille a fabriqué des masques. Sinon, on peut pas en acheter. Vous allez à la pharmacie. Et c'est vrai que c'est la question que je me pose, moi, quand je vais au supermarché, c'est de voir autant de gens avec des masques. Je sais pas où ils les ont trouvés. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est impossible d'en acheter. J'ai pris un t-shirt blanc que j'ai découpé. J'ai pris l'élastique que j'ai acheté dans le supermarché et du coton et je me suis fait, un masque. Hein. Mais juste sur l'Académie présidée par Jean-François Mattei. Mais c'est politique. Vous savez, l'ancien ministre de la Santé qui est au bord de sa piscine quand il y avait la grande canicule. Bon, enfin, je veux dire, mais où était l'Académie au début de la pandémie, en janvier, en février, en mars? On l'a absolument pas entendu. Quand j'entends le professeur Mattei qui préside cette Académie, qui explique hier qu'il suffit de regarder des vidéos sur Internet pour se faire soi-même son masque avec un bandana. Mais attendez, mais on est où? On est dans un collège de scientifiques où on est... Mais c'est absolument hallucinant ce qu'on entend. C'est-à-dire qu'avant on nous expliquait que non seulement il n'était pas utile le masque, on ne savait pas le mettre, bon tout ça on l'a dit et répété grâce à Sibeth Ndiaye, mais qu'en plus il ne fallait pas fabriquer soi-même son masque parce que c'était pas garant d'une protection pour les autres et pour soi-même. Et là vous avez le président de l'Académie nationale de médecine, le grand professeur Mattei, je répète, hein, l'homme de la canicule de 2007, qui nous explique que si, prenez un bout de tissu, vous prenez 2 bouts de coton et c'est bon, vous êtes protégés. Mais on nous prend pour des abrutis. Ce qui me semble encore plus scandaleux, c'est qu'il faut rappeler quand même que pendant toute la période pendant laquelle le gouvernement nous a expliqué que les masques ne servaient à rien et qu'il était même pratiquement dangereux d'en porter. Hein. Je vous rappelle quand même qu'on nous a expliqué qu'on se contaminerait plus facilement en portant des masques qu'en n'en portant pas. Je pense qu'effectivement, là on est face à quand même une situation... Attendez, laissez terminer Nicolas Corato. Oui, tout ce raisonnement était renvoyé à l'avis des sociétés de médecine, à l'avis des sociétés savantes, à l'avis de l'Académie de médecine. C'est-à-dire que pendant des semaines, le gouvernement nous a expliqué qu'il fallait pas mettre de masque parce que les fameuses académies, les fameuses sociétés savantes, y étaient opposées. Et ce sont les mêmes aujourd'hui. C'est pour ça que je dis qu'on nous prend pour des abrutis amnésiques. Quel miracle qui nous disent le contraire. Et effectivement, je suis d'accord avec vous, il y a quand même un vrai sujet sur l'accès aux masques. Moi, je vois beaucoup d'entreprises en ce moment passer des commandes pour leurs salariés en prévision du 11 mai. On voit beaucoup d'établissements, beaucoup de collectivités territoriales. Mais la vraie question, c'est quand est-ce que les particuliers, qui ne sont pas tous salariés d'une boîte qui aura des masques, qui ne sont pas tous enseignants et qui auront peut-être des masques, comment est-ce qu'on va pouvoir être pourvus en masques?
Et la question est bien simple. On ne le sera pas. Il faut se le dire. Moi, je comprends aujourd'hui qu'il n'y en aura pas des masques. Donc, il va falloir se débrouiller comme on se débrouille devant cette crise depuis le départ. Qui nous écoute me dit que les gens commandent sur un site chinois, le site le plus puissant de Chine, détenu par un milliardaire chinois, et qui a un vrai business sur le web avec beaucoup d'arnaques. Il faut le rappeler. Il y a un type qui a fait une arnaque à 1 million d'euros sur des masques et des tests, donc il faut être prudent. Mais c'est vrai que vous avez des masques qui sont vendus sur Internet. Pardon, Laurence Laurence Taillat, je vous ai coupé. Alors oui, parce que il y a quand même quelque chose d'extrêmement honteux, c'est qu'on se rend compte que le gouvernement a des difficultés à fournir des masques. Pour autant, les régions, elles, sont parfaitement dans la capacité de fournir des masques. Moi, je vais parler de la région que je connais bien, la région Auvergne. La région Auvergne va fournir un masque à chacune des personnes en tissu recyclable. Le Cantal en rajoute un autre. Comment ils ont fait? Ils se sont rapprochés des entreprises locales, notamment de Pigagnol et d'abeilles qui sont sur le département, qui ont arrêté leur production pour pouvoir fournir des masques à l'ensemble des Cantaliens. C'est près de 150 000 masques, ce qui veut dire que l'ensemble des Cantaliens auront 2 masques et seront protégés pendant 3 mois. Comment est-ce possible que ce soit les régions, ce soit les départements, je finis, que ce soit les régions, que ce soit les départements qui se substituent aux obligations de l'État, qui pendant des mois, en réalité, a soumis ses décisions à sa capacité à répondre à la crise, puisqu'en réalité, ils n'ont pas anticipé. Donc il est là le problème. Le problème, il est politique, c'est qu'il n'y a pas eu de décision d'orientation politique qui ont permis d'avoir des masques en nombre, en quantité suffisante aujourd'hui. Parce que si on doit comparer à d'autres États, les décisions et les orientations ont été des erreurs depuis le début, et c'est bien ça le problème. Mais au-delà de ce que vous dites, Laurence, au-delà de ce que vous dites sur la faillite de l'État par rapport aux entreprises, sans vouloir être caricatural et en rajouter trop, j'espère que le personnel enseignant qui va accueillir à partir du 11 mai, y compris les enfants des gens qui fabriquent des masques dans les entreprises, vont comprendre que c'est aussi utile que les parents travaillent pour fabriquer des masques localement, puisque la Chine est saturée et n'en fournit plus. Vous voyez, je suis un peu caricatural, mais c'est aussi ça. Tout le monde doit contribuer à ça. Il n'est pas acceptable que certaines lignes de production de voitures, par exemple, aient refusé de construire des syndicats aient refusé de fabriquer des respirateurs. Donc je pense que l'effort il doit être collectif, et les syndicats n'ont pas aujourd'hui, ne devraient pas avoir aujourd'hui la capacité de mettre un frein à la solidarité nationale. Non mais ce matin j'entendais, je le rappelais en préambule, je vous donne la parole Kevin, David Abenaïm qui est pharmacien, qui s'occupe d'un réseau de pharmacie, qui expliquait, alors écoutez bien l'absurdité, ils ont des masques mais ils n'ont pas le droit de les vendre, et s'ils sont surpris à les vendre, ils ont une amende de 10 000 €. Et notre camarade Sophie de Menton nous tweetait ce matin, quand ce n'est pas inutile et interdit pour les entreprises d'en acheter, c'est obligatoire. Et quand c'est obligatoire, il y a amende à l'appui. Quand va-t-on cesser cette politique punitive et infantilisante? C'est vrai qu'on ne comprend pas. Les masques, quand vous reprenez Salomon, professeur Salomon, qui dit pas de masque quand on n'est pas professionnel le 18 mars. Le 19 mars, les masques sont inutiles dans la rue. Le 22 mars, nous encourageons le masque grand public. Le 31 mars, Édouard Philippe commande 1 milliard de masques. Qu'est-ce qu'on comprend là-dedans? On s'appuie sur la prise d'initiatives individuelles, on s'appuie sur les couturières qui se mettent bénévolement à en fabriquer, et on s'appuie sur les collectivités locales parce qu'on est dans l'incapacité de s'organiser et surtout de réquisitionner notre industrie française. Oui, non mais je trouve que les politiques quand même se couvrent derrière le consensus scientifique autour des masques. Je veux dire, il n'y a pas de consensus scientifique pour réouvrir les écoles, pourtant les politiques ont décidé de réouvrir les écoles. Non, mais la vérité, c'est qu'on n'a pas les moyens de notre déconfinement parce qu'on n'a pas de masques, parce qu'on n'arrive pas à en produire. Aujourd'hui, en France, on produit 1 million de masques, alors qu'un pays comme le Maroc en produit 5 millions par jour. En outre, on nous raconte qu'on commande des masques, mais quand ont-ils été commandés? À qui? À quel prix? Quelle est la date de livraison? On n'a aucune réponse là-dessus. La vérité, c'est qu'on est la 6e puissance économique, on est d'après Emmanuel Macron en guerre, on n'a pas de traitement, on n'a pas les moyens. Enfin, moi, j'ai des amis quand même qui sont internes en médecine, qui sont obligés de mettre un sac poubelle pour l'utiliser comme une surblouse. On n'a pas de masque, les infirmières n'ont pas de masque, ils utilisent des masques anti-poussière qu'ils ont eu chez Brico Dépôt, ou même parfois ils ont même des masques de plongée Décathlon. Mais la vérité, c'est que l'État est responsable par son inaction de cette pénurie de masques. Enfin, il suffit d'aller
aller voir ce qui se passe ailleurs. Je veux dire, en Pologne, qui est la 22e puissance économique du monde, on a des distributeurs de masques et du gel hydroalcoolique dans des villes comme Varsovie ou des villes de Cracovie. Allez en Autriche, Valérie, vous verrez qu'à l'entrée des supermarchés, on nous distribue des masques et on nous fait laver les mains avec du gel hydroalcoolique. Mais que fait la France? On n'est pas au niveau de notre rang, au niveau des puissances économiques. Non, mais là, c'est la question politique, effectivement, qui se pose dans ces allers-retours, dans cette indécision, dans cette imprécision et cette incapacité qu'on évoquait tout à l'heure avec Christian Saint-Etienne. On va marquer une petite pause et on va revenir 0826 300 300. On aura Éric des Bouches-du-Rhône sur le sujet. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, avec Éric Revel, Laurence Taillade, Kevin Bossuet et Nicolas Corato. Nous avons en ligne Éric des Bouches-du-Rhône sur ce problème de masque. On vous écoute, Éric. Bonjour. Oui, bonjour à tous et à toutes, tout d'abord. Bonjour. Donc, pour en revenir à ce problème de masque, nous, on est maraîchers dans les Bouches-du-Rhône, producteurs de salade l'hiver et de tomates sur la période estivale. Et on est évidemment, comme tout le monde, face à ce problème où on ne peut pas trouver de masque. Alors, tant qu'on travaille en plein air, on est éloigné l'un de l'autre, ça pose pas de problème. Le problème, il se passe dans la station de conditionnement, où là, on est côte à côte à travailler et tout. Donc, on a eu l'opportunité de trouver des masques par le biais de notre syndicat, de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles, qui nous a envoyé un mail il y a environ 3 semaines et on devrait recevoir des masques début mai, 3 ou 4 mai, je crois, par carton de 2500. Donc, on aidera, on sera solidaire des gens qui n'en ont pas, ce que j'écoutais tout à l'heure. Ouais. Parce qu'évidemment, si on privilégie les professionnels, c'est très bien, non. Mais bon, il y a quand même une grande partie de la population qui n'aura pas possibilité de récupérer des masques, d'avoir accès à des masques. Mais ce qui me désole, en premier lieu, c'est que c'est des masques qui viennent de Chine, je ne vous le cache pas, en attendant des masques lavables. Donc dépendre de gens comme ça, il y a longtemps qu'on le crie, nous, agriculteurs, s'il se passe le même problème pour l'alimentaire, on verra où on ira. Mais là, dans le médical, c'est un sujet qui est tout aussi important. Dépendre de gens comme ça, pour que ce soit pour les médicaments ou les produits phytosanitaires et tout, ça n'est plus possible et plus convenable. Mais bon, malheureusement, l'argent décidant de tout sur ce monde-là, ça donne ces situations-là. Et ensuite, ce qui m'interpelle et me désole énormément, c'est qu'en tant qu'agriculteur, je suis cotisant à la mutualité sociale agricole. C'est mon régime de couverture obligatoire. On a une exploitation qui tourne bien, je me plains pas, on bosse, mais c'est mon choix, il n'y a pas de souci. Mais on est quand même taxé sur les charges sociales à hauteur de 37 ou 38% CSG incluse là-dessus. C'est-à-dire que sur 100 balles de bénéfices, il y en a 38 qui partent à la MSA. Quand on fait une paire de lunettes, la part MSA, elle est de 9 centimes de remboursement. Quand on change une couronne sur une dent, je crois que c'est 10 € de remboursement. Rien du tout, quand on part à la retraite, quand on a 1100 € par mois pour avoir travaillé 45 ans, on nous dit que c'est une belle retraite dans l'agricole. Donc à un moment donné, j'aimerais savoir où tout cet argent part. Pourquoi on a cet État qui est incapable et de plus en plus incapable à faire face à des situations... déjà, il n'est pas capable dans l'ordinaire, donc il est sûr que face à une pandémie ou à une situation exceptionnelle ou ce qu'on vit en ce moment, mais il est capable de rien du tout, il démontre rien. C'est les présidents de région qui sont plus réactifs, c'est les départements qui sont plus réactifs, parce que quand on étatise ça laisse imaginer ce qui se passe au niveau de l'Union européenne. D'ailleurs, on le voit, la France n'a pas été capable, mais pour rebondir sur ce que j'ai entendu tout à l'heure, il y a des pays qui, d'après ce qu'on nous dit, sont bien loin de nous. J'ai entendu parler de l'Autriche, de la Pologne, mais c'est pareil pour le Portugal. On trouve des masques à l'entrée des magasins, on trouve des comment on appelle ça, des gels pour se désinfecter les mains. Mais on prend en retard. Je ne sais pas si les gens prennent conscience de ça. On n'avance plus, on recule, mais à grande vitesse. Et on le voit dans le milieu hospitalier. Alors, Eric... Oui, c'est encore une fois... Je suis désolant, c'est affligeant. Ouais. C'est affligeant. Oui, non, mais c'est vrai que ça pose beaucoup de questions, cet État français, donc qui est le plus lourd des États, le plus lourdement taxé des États. Alors Éric Revel, vous qui connaissez bien le sujet, Oui, non, j'ai rien à retirer de ce que disait Éric, mais simplement, puisque Éric habite dans les Bouches du Rhône, on avait sur le plateau d'Azur TV avant-hier Renaud Muselier qui annonçait l'arrivée de 5 ou de 6 millions de masques, enfin. Mais apparemment, votre région, Éric, va être pourvue. Alors, je ne sais pas si ces masques sont en direction des personnels soignants de la Timone à Marseille, de l'IHU, de Raoult et des autres grands hôpitaux, mais visiblement, il y a une très grosse cargaison de masques qui est arrivée hier, je crois, à Marseille.
C'est déjà un très gros département. On a une grosse population. Marseille elle-même, c'est déjà 1 million d'habitants. Donc forcément, il va y avoir gros besoins. Et je pense que les milieux hospitaliers, c'est tout à fait normal et logique, seront servis les premiers. Enfin, quand on voit des gens en milieu hospitalier mettre un sac poubelle comme blouse, je me dis, ça m'effraie. Ça m'effraie. Alors il faut rajouter, effectivement, vous avez parfaitement raison, mais il faut rajouter un autre problème que les soignants commencent à mettre en avant, c'est le problème de pénurie de médicaments, et notamment de médicaments qui permettent l'anesthésie et le soulagement d'un certain nombre de douleurs, et qui ne sont pas fabriqués dans notre pays, le curare notamment, qui ne sont pas fabriqués dans notre pays. Et là, il y a des rationnements dans les hôpitaux. Donc, je pense que le déconfinement, puisque c'était l'un des sujets, le déconfinement, l'objectif, c'était aussi de mettre un frein à l'engorgement des hôpitaux, mais pas que, manifestement, c'était aussi mettre un frein à l'utilisation d'un certain nombre de matières premières, dont ces médicaments. Et si on doit subir une deuxième vague, l'inquiétude devra être aussi de savoir si on aura la capacité d'accepter cette deuxième vague et d'avoir les médicaments nécessaires pour pouvoir traiter nos malades. Oui, je voulais ajouter une chose, Valérie, par rapport à ce que disait votre auditeur sur la MSA, c'est-à-dire sa mutuelle professionnelle, dont il attendait un peu plus, c'est ce que j'ai compris, que l'ordinaire. Et il y a aussi ce sujet qui concerne beaucoup de Français qui ont des mutuelles professionnelles ou des mutuelles par secteur, qui sont des organismes gérés paritairement, c'est pas l'État, ce sont les syndicats qui les gèrent généralement, syndicats professionnels et syndicats de travailleurs. Toutes ces mutualités, tous ces organismes ont des réserves très importantes qu'ils ont constituées avec les cotisations de ceux qui les payent depuis des années pour préparer les coups durs. Et bien le coup dur, on y est. Donc ces réserves, c'est pas une cagnotte. Et je pense que tous ces organismes doivent, je sais que pour certains ils le font, se poser la question en face de débloquer ces réserves pour aider effectivement les commerçants qui souffrent, les agriculteurs qui souffrent, bref, les cotisants qui souffrent. C'est le moment d'aider les cotisants, c'est le moment de débloquer ces réserves. Ces réserves, ça sert à rien de les garder. Et il y a un vrai sujet là-dessus que vous pouvez regarder secteur par secteur. Sur le déconfinement. Oui. Moi, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est que l'État français n'est pas dans une gestion de crise, il est dans une gestion de pénurie, notamment liée à la crise. Ça fait quand même 2 mois qu'on nous balade sur les masques et les tests. En fait, la vérité, c'est qu'on a 2 mois de retard. Il y a encore quelques jours, Olivier Véran nous disait que les masques, vous les verrez bientôt. Le problème, c'est qu'on ne les voit pas. Et le retard qu'on a pris par rapport à la République tchèque, à la Pologne, à l'Autriche, à la Bulgarie, à la Slovénie, à la Slovaquie, à tous ces pays-là, c'est que tout simplement, eux, ils ont les masques, eux, ils commencent à avoir les tests, alors que nous, en France, on en est encore à chercher où on va trouver ces dernières. On n'a pas les moyens de notre déconfinement, et là où tous les autres pays vont repartir économiquement, nous, on sera encore une fois à la traîne. Sur le déconfinement, Valérie, il y a l'étude dont il faut reparler, à mon sens, l'étude très sérieuse de l'Institut Pasteur, vous vous en souvenez, il y a 2 jours, qui explique... Bon, d'abord, rappelons quand même que dans 95-98% des cas, cette maladie n'est pas un danger. On a très peu de chances, dit cet Institut Pasteur, de se faire hospitaliser, très peu de risques, je crois que c'est autour de 3%, que le taux de létalité, de mortalité est de 0,53%. Mais ce qui est incroyable dans cette étude de l'Institut Pasteur, c'est qu'on nous explique que malheureusement, va falloir être extrêmement prudent pour le déconfinement, ce qu'on veut bien entendre, parce que malheureusement, l'immunité dans la population n'est que de 6%. Mais pardon, l'immunité n'est que de 6% parce qu'on a confiné les gens pour éviter sans doute une saturation du secteur hospitalier. J'ai fait un tweet qui montrait, je crois que le système se mord complètement la queue, passez-moi l'expression, parce que l'Institut Pasteur rend presque coupable le fait qu'on ait une immunité qui ne soit que de 6% dans le pays, mais on a confiné les gens justement pour qu'il n'y ait pas d'immunité populationnelle. Donc maintenant, on ne va pas leur expliquer que c'est presque de leur faute s'il n'y a pas une immunité suffisante et que la deuxième vague va être terrible. Oui, bien sûr. Et je crois qu'il faut aussi apprendre à vivre avec le risque. Enfin, à un moment donné, moi, il suffit que demain, je sors de chez moi pour que je me fasse écraser par une voiture. Je veux dire, il y a plus d'1 million de gens qui meurent dans le monde tous les ans à cause d'un accident de voiture. On ne va pas obliger les gens à rester confinés pour éviter qu'ils se fassent renverser par une voiture. Je veux dire qu'à un moment donné, il y a eu une phase de confinement. Elle était sans doute utile pour ralentir le virus. Mais maintenant, il faut que l'économie reparte. L'économie est aussi importante que la santé. Demain, on va avoir des drames sociaux par milliers. Enfin, attention à ce qu'on fait.
En ce moment même, Jérôme Salomon est entendu par une commission, je crois que c'est à l'Assemblée nationale, et il vient de déclarer qu'il n'y aura pas de déconfinement si le confinement n'est pas réussi. Voilà, donc on sent qu'il y a des... Voilà, qu'il y a des petits un pas en avant, un pas en arrière. Sur le port du masque, il vient de déclarer, nous avons réagi très rapidement en créant une nouvelle catégorie de masque, le fameux masque grand public qui peut avoir un intérêt dans les situations inévitables de promiscuité. Donc là, petite différence et petite nuance. Mais oui, il est auditionné devant la mission d'information parlementaire. Donc pas de... Mais c'est une communication dramatique, c'est épouvantable. Mais vous savez, la République des experts va succéder à la République des juges. Monsieur Salomon, le professeur Salomon, n'est pas élu. On n'a pas voté pour lui. Moi, ce qui m'embête beaucoup, si vous voulez, dans ce genre de déclaration, au-delà de la confusion totale de la communication et du sentiment anxiogène que ça peut jeter dans la population, c'est que M. Salomon donne l'impression qu'il est président de la République. C'est le président de la République qui annonce un déconfinement progressif à partir du 11 mai. Cette déclaration dont vous parlez, Valérie, ça veut dire que monsieur le professeur Salomon, c'est lui qui dicte en réalité ce que doit faire la République française et ce que doit décider la classe politique. Mais c'est hallucinant. Ouais. Communication, on aura l'occasion d'en reparler demain, je pense, et peut-être André Berkoff même dans un instant. Merci en tout cas à tous les quatre. Merci à vous, auditeurs de Sud Radio, d'avoir été avec nous. Très bonne journée. On se retrouve demain. Très bonne journée sur Sud Radio.